Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a certaines personnes qui commencent à se connecter. Je vais attendre encore quelques minutes avant de débuter officiellement. 2 petites minutes, attendre que tout le monde se connecte. Alors, peut-être m'indiquer. Vous avez de ce côté-là, dans le chat à votre droite, un espace pour communiquer à tout le monde, à moi et tout le monde ensemble. Donc, si vous voulez m'écrire dans le chat, salut! Salut Maude, si le son est bon, j'aimerais savoir si le son est bon. Comme ça, je vais pouvoir m'ajuster avant que ça commence officiellement. Est-ce que le son est bon? Super, merci beaucoup. Donc, voilà, encore un petit peu de minutes à attendre pour être sûr que tout le monde est là. Déjà 12 personnes. Super, merci Émilie. Allô Émilie, allô Héloïse. Super. OK. Bonjour Amandine, merci pour l'info pour le son. Encore une petite minute, hein, j'ai ouvert la porte un petit peu plus tôt, mais on va attendre encore une petite minute pour être sûr. C'est le temps d'aller vous chercher un petit thé, un petit café, un petit verre d'eau pour profiter de ce moment-là à fond. Salut Julie, salut Joanie. Si ça vous tente en même temps d'écrire de quel endroit vous êtes, ça serait vraiment le fun de savoir un peu c'est qui, avec qui qu'on est aujourd'hui. Là, c'est vraiment le fun. Je sais qu'il y a des gens de la France, des gens du Québec, Montréal, Laval, Saguenay, super. Ah. Laurentide, tellement des beaux spots. Moi, je suis à Québec. Vous le savez peut-être déjà. Québec aussi, super. France, arrivé à Québec hier, super, ça. Mon Dieu, tu commences en force. Montréal ici. OK, alors on va commencer. Bonjour de Paris, wow. OK, débutons. Bonjour tout le monde et ça me fait tellement plaisir de vous accueillir un peu chez moi pour cette conférence en ligne. Ma première conférence en ligne, alors je vous demande déjà un peu d'indulgence. J'apprends, faut le faire une fois pour apprendre. Donc, je vous salue, tout le monde qui est ici en direct. Je salue aussi les gens qui vont l'écouter en rediffusion. Certaines personnes ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui, donc on va recevoir un lien en rediffusion. Donc, je vous salue aussi. Et c'est ça, je suis vraiment contente de vous accueillir aujourd'hui pour une conférence sur accueillir bébé en toute simplicité. C'est vraiment un honneur pour moi de vous accueillir pour vous partager ma vision de cet aspect, l'entrée dans le monde de la parentalité, là, la préparation du bébé puis l'accueil durant sa première année, que je trouve super important. Et je trouve que ça peut vraiment changer notre expérience. Et voilà, c'est vraiment basé sur mon expérience personnelle, mes lectures, puis aussi certains faits scientifiques qui ont été apportés avec le temps. Donc, c'est ça. Donc, ça demeure beaucoup d'opinions personnelles parce que acheter des objets, c'est personnel. Donc, vous avez tous les droits du monde de prendre ce qui vous convient et de laisser aller le reste, d'acheter ce que vous avez besoin. C'est bien correct, il n'y a pas de jugement ici. C'est pour vous permettre, si vous avez besoin, d'avoir peut-être une autre vision, des trucs, mes stratégies, et je pourrai répondre à vos questions. Attendez, je vois ici que Andréane n'entend rien. Peut-être vérifier ton son, ton ordinateur, parce que là, tout le monde m'indique que le son est bon. Donc, de mon côté, tout est beau. Alors, peut-être vérifier ton son de ton côté. Moi, ici aussi, j'ai mes données de connexion qui me disent que tout est correct côté son. Donc, je suis désolée, Andréane. On va débuter, puis j'espère que la rediffusion fonctionnera mieux pour toi. OK. Alors, avant de débuter, je vous invite, pour en profiter pleinement, puis profiter du fait qu'on est tous ensemble ici, à peut-être fermer les pages qui sont ouvertes sur votre ordinateur ou votre téléphone, de déposer votre téléphone, de vous prendre un petit verre d'eau, un café, un thé, pour qu'on ait un moment ensemble. On ne fait pas souvent juste une chose, alors peut-être que ça pourrait être un moment pour faire une seule chose à la fois, puis d'être ici en groupe pour partager sur ce sujet-là.
Et je vous invite une fois de plus à utiliser le chat pour discuter entre vous, pour me poser des questions. Peut-être attendre vers la fin pour me poser vos questions ou les taper dans le chat. Je vais y répondre, mais plus à la fin. Peut-être un peu au travers, mais surtout à la fin, là, je vais dédier un 15 minutes de questions. Donc, peut-être ça sera plus pratique pour moi que de remonter dans le chat à ce moment-là, de les écrire à la fin. Mais pour ne pas les oublier, vous pouvez aussi les écrire. Peut-être ça va être facilitant aussi de... Je ne l'ai jamais utilisé, donc de remonter dans le chat, c'est peut-être plus facile que je pense. Alors voilà, nous commençons. Alors, je commence par me présenter. Vous ne me connaissez peut-être pas toutes, c'est normal. Je m'appelle Elisabeth, je suis au Québec. Je suis maman de 3 garçons de 6 ans, 4 ans et 2 ans. Je tiens le blog Ruban Cassette depuis 2011. Et sur ce blog-là, je partage mes inspirations, mes réflexions sur la parentalité, sur notre cheminement familial, sur la simplicité. Vers une vie plus simple. Là, j'aime pas beaucoup les étiquettes, donc nous ne sommes pas minimalistes, nous ne sommes pas simplicitaires, mais nous empruntons ces voies-là pour vivre une vie plus douce, moins chaotique. Je suis aussi l'auteur du livre Vivre simplement, sortir du chaos moderne et s'offrir une vie plus douce. Puis, je suis aussi coach certifié Simplicity Parenting Family Life Coach. C'est une certification américaine qui est donnée par Kim John Payne, l'auteur du livre et de la démarche Simplicity Parenting. Et ça propose une démarche pour simplifier, enfin, c'est une formation qui propose une démarche pour simplifier la vie de famille, pour d'un côté protéger l'enfance, mais aussi réduire la charge mentale des parents, se mettre moins de pression. Alors aujourd'hui, on va débuter, on va discuter du fait d'accueillir un bébé dans la simplicité. Et qu'est-ce que ça veut dire accueillir un bébé dans la simplicité? Hein, ça peut vouloir dire quelque chose de différent pour tout le monde. Dans la vie, je ne pense pas qu'il y ait de plus grand changement que celui d'avoir un enfant, même quand on est vraiment, vraiment prêt et qu'on l'attend impatiemment. Le changement de rythme, la responsabilité nouvelle d'avoir cette personne sous notre charge, cet amour ressenti qui est peut-être probablement quelque chose qu'on n'a jamais ressenti avant. Et puis vient aussi tout le stock, hein, toutes ces choses, tous ces objets qu'on est supposé posséder pour accueillir un petit enfant, un petit bébé. Le stock que les magasins nous disent qu'on a besoin absolument, les listes interminables d'essentiels, 150 essentiels minimum pour accueillir un petit bébé. Le stock que nos amis qui sont déjà mamans nous conseillent comme la chose qui va nous sauver la vie. Hein, tout le monde a une opinion différente, tout le monde a un objet qui a changé sa vie, mais pour tout le monde, c'est pas le même. Donc, finalement, c'est questionnable. Il y a aussi tout le stock que notre réseau nous donne généreusement, soit parce qu'ils sont vraiment contents de s'en débarrasser, ça traîne dans le sous-sol, ça prend de la place, prends-le, merci beaucoup, ou les cadeaux, tout ça. Donc, il y a vraiment un flux de stock qui est facile. C'est facile que ça devienne un excédent, puis que ça devienne vraiment quelque chose qui vient étouffer ou changer notre focus aussi par rapport à notre parentalité. Pardon. On passe peut-être aussi beaucoup de temps à regarder ce matériel de puériculture-là, comparer, magasiner, se questionner pour finir par acheter peut-être beaucoup d'items qu'au final, qui ne nous servent pas ou qui nous servent très, très peu, tellement peu que ça ne justifie pas nécessairement le temps qu'on a mis pour le choisir ou l'argent qu'on a dépensé non plus. Puis, si on ne l'utilise pas vraiment, ben, on peut vraiment se poser la question, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Donc, aujourd'hui, je veux communiquer avec vous des stratégies qui vont vous permettre de choisir ce qui est réellement utile pour vous, puis aussi de vous adapter au fil du temps selon l'âge de votre bébé. Hein. Ça change énormément et très rapidement pendant la première année de vie. Donc, avoir cette ouverture face à des questions qu'on peut se poser, moi, je trouve ça très facilitant aussi de se permettre d'être très souple dans cette démarche-là. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager mes meilleures stratégies pour accueillir un bébé avec un mindset de minimaliste. On n'a pas besoin d'être un minimaliste, là, j'aime pas les étiquettes, on n'a pas besoin d'être minimaliste, pour ne pas vouloir s'encombrer d'items qui prennent de la place,
qui coûtent cher puis qu'au final ne nous servent pas. C'est seulement un grand service à se rendre, puis à rendre à notre enfant aussi. Je vais toujours me rappeler de ce moment précis-là dans ma vie. J'étais à 13 semaines de grossesse de notre premier enfant. J'étais encore en train de me faire à l'idée que j'allais avoir un enfant. Même si j'attendais mon bébé depuis très, très longtemps, j'avais très, très hâte d'être mère. J'avais cet appel-là depuis que j'étais très, très J'ai perdu la connexion. Je suis de retour. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu Internet pendant quelques minutes. Je suis vraiment désolée. Vous êtes là? Ça marche pour vous? Le son est bon? Tout est là? OK. Quelle idée. Avec qui je parlais ce matin que je faisais ça live puis que ça me stressait bien gros? Et voilà. OK, je suis contente. Tout le monde est là. Ça fonctionne. Parfait. Je vais juste repartir mon enregistrement et OK. Et je repars. Ah, je suis contente que ça fonctionne. J'ai eu chaud. OK. Alors, j'enregistre et c'est parti. OK. Bon, alors, je retourne. Bon, excusez-moi, hein, j'ai tout perdu en même temps. Alors, voilà. OK. Alors, où en étais-je? Chez ma meilleure amie. Et là, elle voulait me donner accès à tout ce que sa sœur avait entreposé dans son sous-sol parce qu'elle avait eu des enfants auparavant, donc elle avait entreposé le stock qu'elle avait plus de besoin dans le sous-sol chez ses parents. Et, excusez-moi, ça vole encore. OK. Donc, je vais toujours m'en rappeler, je suis arrivée chez elle et là, elle me disait, tu vas voir, j'ai tous les essentiels pour toi, ça va te faire économiser plein de sous, tu vas avoir accès à tout ce qu'il te faut. Et là, je suis arrivée dans le sous-sol chez ses parents et là, j'ai vu les sacs et les sacs et les sacs joncher le sol partout. Ça remplissait son sous-sol complet et j'ai trouvé ça incroyablement suffocant. Et là, j'ai dit non. Je me suis dit, c'est pas vrai. J'habite dans une petite maison en ville. C'est pas vrai que ça va rentrer chez moi, tout ça. Ça n'a pas de bon sens. Et je suis repartie avec un petit cache-couche. C'est tout.
Là, je me sentais trop mal de rien prendre. Ma meilleure amie ne comprenait pas comment ça, je me sentais comme ça. Et ça a été vraiment le point de départ pour moi pour questionner les idées reçues par rapport aux besoins matériels pour accueillir un bébé, mais aussi par rapport à tout ce qu'on sait ou ce qu'on pense qu'on sait, toutes les constructions sociales, tous les messages reçus qu'on a par rapport à accompagner un bébé. Ça a été mon point de départ. Il y a un article super intéressant des comptables professionnels agréés du Canada qui date de 2018, qui dit que la naissance d'un bébé peut engendrer des dépenses pour une famille de plus de 10 000 $ pour la première année de vie, pour préparer la première année de vie. Puis un autre article de la CEF, qui date aussi de 2018, propose l'idée que, a étudié le fait que quand une famille achète tout l'équipement à neuf pour bébé, tout ce qui est conseillé de posséder, ça peut s'élever facilement jusqu'à 13 300 $ et 13 300 $ pour préparer la venue d'un bébé. Ça, on s'entend, c'est ceux qui vont acheter les items de luxe et plusieurs items de luxe, mais la moyenne au Québec serait de 5 200 $, un montant de 5 200 $, pardon, pour préparer la venue d'un bébé. Et cette évaluation-là des frais ne tient pas compte des frais de garde. Ça suppose que pour la première année de vie, il y a un parent qui reste à la maison avec le bébé. Donc, ce montant-là, finalement, mis à part les couches et le lait, par exemple, si l'allaitement n'est pas un choix qu'on veut faire ou qui ne fonctionne pas. Donc, mis à part le lait et les couches, ce serait tout de l'argent qui aurait été mis dans des items matériels qui sont questionnables. Donc, moi, je trouve ça très, très parlant, ce montant-là, surtout que plusieurs ménages, malheureusement, vont s'endetter pour se procurer ces items et aussi vont avoir à traverser une année avec un salaire réduit pour plusieurs, quand en congé de maternité. Il y en a qui vont faire le choix d'être parents à la maison, maman à la maison, papa à la maison, c'est correct, c'est parfait. Mais il y en a aussi beaucoup qui vont prendre un congé de maternité, donc avoir un salaire réduit. Donc, il y a déjà une pression financière sur la famille, puis on s'ajoute une pression financière d'acheter vraiment beaucoup de matériel de puériculture en plus. Et c'est ça. Donc, ça ajoute un autre stress aux parents en devenir ou un parent qui est déjà parent puis qui ajoute une personne à sa famille. Alors, si je vous partage ces statistiques-là aujourd'hui, même si vous n'avez pas du tout l'intention de dépenser ces montants-là, et si oui, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas votre intention, je vous partage quand même ces statistiques-là parce que je trouve qu'elles sont très parlantes. Je trouve que ça illustre vraiment bien à quel point on peut se laisser emporter par la venue d'un bébé, même si on a et ça part toutes des meilleures intentions du monde. Hein? On veut tous le mieux pour notre bébé. Et c'est facile de glisser vers la dépense quand on se prépare parce que c'est un peu inconnu. On se fait dire que c'est ça qu'il y a de mieux, qu'on a besoin de ça. Le mot besoin est très, très utilisé. Donc, c'est facile de glisser vers un surplus. On le fait parce que peut-être nos parents l'ont fait, nos meilleurs amis l'ont fait. C'est comme ça qu'on se fait dire que c'est supposé d'être fait. Donc, puis le marketing est très puissant aussi. Donc, c'est vraiment facile d'être convaincu que c'est de ça qu'on a besoin, que sans cet objet-là ou cet autre objet-là, notre enfant ne dormira plus, ou on n'aura plus jamais de temps pour soi, ou on n'aura plus le temps de sortir ou de faire des activités, etc. Donc, le marketing entourant la petite enfance, l'accueil d'un bébé est très fort aussi. Donc, mon intention aujourd'hui, c'est de vous proposer ma vision qui est facile de faire autrement, qu'on a le droit de faire autrement et que ça nous simplifie grandement la vie. Ça se peut aussi que la préparation matérielle de la venue du bébé, ça soit une façon super tangible de se préparer à sa venue, même de nous soulager là, d'une certaine pression ou d'une certaine nervosité, pas pression, une nervosité qu'on peut avoir face à cet inconnu-là, puis de préparer l'aspect matériel, hein, c'est vraiment très tangible, donc préparer l'aspect matériel peut vraiment venir soulager
cette nervosité-là, puis nous faire nous sentir prêts, dans le fond. C'est très palpable, c'est rassurant. Donc, j'ai l'impression que certaines personnes peuvent se préparer vraiment beaucoup matériellement pour se sentir peut-être en contrôle face à cette situation sur laquelle, dans le fond, on n'a pas vraiment de contrôle. Hein. Ça peut être très rassurant. Donc, moi, aujourd'hui, je vous invite à vous questionner puis à vous recentrer sur ce dont le bébé a réellement besoin, hein, et ce dont la maman et le papa ont réellement besoin également. Dans le bébé, dans le fond, ce qu'il a de besoin quand il vient au monde, c'est de la chaleur, de l'amour, de la connexion, du lait, puis du sommeil. Il y a une place pour dormir. Donc, au-delà de ça, dans toute cette première année de vie-là, mis à part quelques petites choses qui peuvent venir, oui, nous faciliter la vie. Vous allez voir, j'ai acheté des objets aussi, j'en possède. Mais à la base, c'est tout ce qu'on a besoin à la base. C'est de tout ce que le bébé a besoin, en fait. Et aussi, j'ai envie de vous proposer cette réflexion-là, c'est que si au lieu de dépenser des sous dans l'équipement de bébé ou de l'équipement qui dure vraiment pas longtemps, hein, même la couchette, la bassinette, là, ça dure 18 mois, 2 ans. Dans certains cas, les gens vont prolonger, mais ça dure pas longtemps. Au pire, ça dure 3 ans, mais c'est vraiment pas long. Donc, même investir dans une chambre de bébé super belle, mais dans 2 ans, 3 ans maximum, elle devra être revue. Donc, peut-être qu'au lieu d'investir dans ça, peut-être que vous avez envie de faire autre chose avec ces sous-là. Donc, peut-être que c'est des sous qui vous permettraient de prolonger votre congé de maternité, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de peut-être faire un voyage en famille ou peut-être simplement mettre de l'argent dans un régime d'épargne-études pour votre futur bébé aussi. T'sais. Donc, c'est juste pour ouvrir la réflexion que dans le fond, c'est vrai que ça dure extrêmement pas longtemps et que cet argent-là, dans le fond, peut être investi ailleurs, dans quelque chose qui nous importe plus. C'est aussi super facile de trouver des objets usagés ou d'emprunter, hein, pour la courte durée, pour les besoins qu'on décide pour les éléments qu'on a besoin, qu'on décide qu'on a besoin. Donc, c'est une alternative aussi vraiment très efficace là, pour ne pas dépenser beaucoup d'argent pour l'accueil du bébé. Et au-delà de l'aspect financier, hein, de l'argent qu'on dépense pour préparer la venue d'un bébé, je pense que c'est vraiment important aussi de discuter de l'encombrement que ça génère dans la maison, car c'est non négligeable. Selon une étude très intéressante, une maison canadienne moyenne contient en fait 300 000 objets. 300 000 objets. Moi, je trouve ça incroyable, je trouve ça... ça me donne chaud de penser à 300 000 objets dans ma maison. J'espère qu'on n'en a plus du tout ce nombre-là. Puis c'est incroyable parce que si on ajoute à ça tout l'encombrement que vient avec le fait d'accueillir un bébé, hein, si on y va de façon un peu plus traditionnelle, dans mainstream, comment c'est proposé actuellement, ça devient vraiment étourdissant. Une balançoire qui prend la moitié du salon, une petite chaise qui vibre et qui chante, beaucoup de jouets, un tapis de mousse coloré dans le salon au lieu d'avoir notre tapis de lainage qu'on aime donc bien d'habitude, une chaise haute, un petit siège de type Bumbo, une autre poussette pour un autre type de travaux. Excusez-moi, j'ai un pop-up qui vient de m'apparaître. Tout ça vient vraiment encombrer rapidement notre espace. Sans compter tous les autres types d'objets. Juste par exemple, les produits en tissu. Hein, acheter des petites débarbouillettes pour le bain, des petites débarbouillettes pour le visage, des petites débarbouillettes pour les foufounes, si jamais on veut faire dans le réutilisable. Un petit linge dédié au RO. Des couvertures pour emmailloter, des couvertures pour la chaleur, des couvertures pour l'hiver, les couvertures pour l'été, des serviettes de bain adaptées pour le bébé, etc., etc. Tout ça fait une multiplication d'objets dans la maison et au final, et nous demande vraiment beaucoup de travail au quotidien et au final, c'est pas nécessairement très utile parce que ce n'est que des objets qu'on possède déjà mais qu'on rachète pour adapter aux bébés. Hein? Et une serviette de bain que vous utilisez vous va être tout aussi utile pour prendre bébé après le bain. Donc, les serviettes de bain, j'y reviendrai plus tard, mais c'est un exemple parmi d'autres que je trouve qui n'est pas nécessaire de posséder pour accueillir un bébé.
Il a été prouvé que l'encombrement matériel, même celui qui est caché là, dans le fond des placards, dans le fond des sous-sols ou dans un espace d'entreposage là, loin des yeux, génère quand même un stress important sur l'individu. Et malheureusement, c'est la femme et encore plus malheureusement la mère de famille qui va subir ce stress-là de façon plus importante. Et je trouve que ça donne aussi le ton à notre parentalité. Hein, quand on débute, si on débute notre parentalité avec une vision du plus, hein, depuis plusieurs années, le climat parental tourne beaucoup autour de plus. Plus d'objets, plus d'équipements, plus de vêtements, plus de conseils, plus d'informations, plus de compétitions, plus de cours, plus d'activités, plus de peur par rapport à la sécurité des enfants, plus de choix par rapport à l'éducation, plus de choix pour la nutrition, plus d'informations pour la nutrition, plus de jouets, etc., etc. Donc, cette culture du plus, ça a du bon, là. Mais la culture du plus, nous crée une spirale d'un plus, comme si c'était jamais assez, et ça donne des parents beaucoup plus anxieux, beaucoup plus stressés. On a déjà des horaires surchargés et on ajoute à ça un plus d'heures pour payer ou des activités supplémentaires pour être sûr que notre enfant manque de rien, qui est stimulé comme les autres. Donc, ça enlève beaucoup d'espace ça crée beaucoup de stress pour les parents et ça enlève beaucoup d'espace pour les enfants pour juste être. Parce que dans le fond, un bébé, ça veut juste être. Au départ, là, ça observe et ça absorbe son environnement. C'est très, très important pour un bébé. Donc, avec ce fouillis-là, ça devient vraiment plus difficile pour le bébé de juste être. Et donc, je trouve que ça donne le ton quand on fait un choix conscient d'une certaine simplicité, quand on prépare la venue du bébé de cette façon. C'est comme si on se donnait le droit d'emblée à notre simplicité. Puis c'est comme si on donnait le ton pour les années à venir, quand les choses vont devenir un petit peu plus compliquées, quand l'enfant va avoir beaucoup plus d'opinions et beaucoup plus de droit à son opinion aussi. D'avoir déjà cette simplicité d'installer, c'est comme ça qu'on fait les choses, ça va être plus facile à maintenir et ça va être moins essoufflant à long terme aussi pour le parent et pour l'enfant. Donc, choisir cette simplicité, ça nous donne plus d'espace pour réfléchir aux parents qu'on a envie d'être aussi. Puis ça nous facilite aussi le fait d'être plus à l'écoute à notre enfant, face à notre bébé. On est plus facilement à l'écoute parce qu'on est moins distrait au quotidien, on est moins pris dans toutes les tâches à faire. J'ai beaucoup de clientes qui m'écrivent, qui me disent, tu sais, mon bébé a 9 mois, j'ai jamais le temps de rien faire, je vois pas mes journées passer, puis pourtant, je suis à la maison, c'est très, très stressant. Donc, choisir le chemin de la simplicité va vraiment venir enlever beaucoup de pression à ces tâches-là, à tout ce qu'on devrait faire et tout ce qui doit être fait. Ça va vraiment enlever des couches par rapport à ces tâches-là. Et d'ailleurs, de garder une maison désencombrée, c'est un grand service à rendre, à se rendre. Hein, c'est un grand service à vous offrir parce que ça réduit votre stress par rapport aux soins ménagers qui sont nécessaires au quotidien. Ça vous enlève beaucoup de choses à faire, ça vous fait gagner du temps. C'est aussi un service à offrir à l'enfant qui va ressentir beaucoup de bénéfices du fait, premièrement, d'avoir un parent un peu moins stressé, mais aussi l'enfant va avoir le plaisir de développer sa concentration et son sens de l'observation. Même un petit bébé, ça commence à la naissance. Le plaisir d'observer, d'absorber son environnement, d'être concentré, ça commence dès la naissance. Puis malheureusement, l'excédent de jouets ou l'excédent de chaos peut venir rendre ça un petit peu plus difficile pour un bébé de juste être et de développer son observation. L'idée est donc, pour les jouets, là, d'offrir une petite variété de jouets pour bébé. Puis, dans les premiers temps, là, vraiment, les objets de la maison font parfaitement l'affaire et de les laisser les explorer librement sans interrompre leur observation qui est en plein développement. Un enfant qui a beaucoup de jouets, aussi beaucoup de choses très criardes ou des jouets électroniques ou à batterie qui font beaucoup de bruit, qui font de la musique, tu sais, dans le fond, qui font un peu l'activité à sa place, avec beaucoup de son, beaucoup de lumière.
l'enfant va avoir un petit peu plus de misère à se concentrer, il va être moins longtemps engagé à son activité, il va être passif dans le fond. Il va peut-être rester longtemps à apaiser sur le bouton, mais il ne va pas s'engager avec son être par rapport à cet objet-là. Contrairement à un tout petit qui va prendre un bloc, puis qui est très, très jeune, puis qui commence à travailler le transfert d'une main à l'autre avec juste un petit objet, une balle en mousse ou un bloc en bois ou peu importe, avec une texture. Et il va faire dans la répétition, il va travailler ce mouvement-là très longtemps. Et c'est un mouvement super important. Là, ça devient un jeu très actif pour l'enfant. Donc, la différence, je ne sais pas si j'illustre bien la différence entre quelque chose de plus passif pour le bébé versus quelque chose de plus actif. Mais c'est pas le point de cette conférence-là, mais c'est pour vous illustrer des fois qu'un objet très, très simple va rendre beaucoup plus service à notre petit dans sa manipulation, dans son observation. Il y a aussi un fait très intéressant, c'est que les petits vont utiliser généralement juste un sens à la fois pour absorber l'information. Donc, si on a de la texture, des couleurs vives, du son, de la lumière, des vibrations, des mouvements en même temps, ben l'enfant est comme surstimulé, puis il absorbe pas quelque chose de particulier qui pourrait lui servir pour son développement de son être. Donc, voilà. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez me dire dans le chat là, si c'est pas très clair. Je pourrais préciser, mais si c'est clair, je continue. Alors, comment on se prépare pour la... Merci, Émilie, très clair, parfait. Donc, comment on se prépare concrètement? Merci, Anne. Bon, là, le chat, c'est le fun. C'est le fun, cette interaction-là, gênez-vous pas. Hein. Donc, comment on prépare cet aspect matériel-là plus concrètement pour la venue du bébé? Donc là, je vais juste faire une petite parenthèse avant d'aller dans mes stratégies. Aujourd'hui, je vous propose, des stratégies. Okay, des éléments de réflexion pour vous aider à choisir ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez pas de besoin. Je n'ai pas préparé une liste précise. Là. Je ne vous dirai pas aujourd'hui, vous achetez 3 biberons, vous achetez 4 pyjamas. Bon. Je vous enverrai dans les prochains jours un PDF avec ce que moi j'ai considéré mes essentiels personnels et des alternatives pour ne pas acheter certains objets. OK? Je suis en train de le préparer, il est presque terminé, mais je préférais présenter la philosophie et les stratégies dans la conférence. Puis, ben, en petit bonus, je vous ai préparé ce PDF-là qui est très, très concret avec moi, mes préférences personnelles. Ça va vous donner un guide si vous êtes en train de préparer le matériel de puériculture du bébé. Ça va vous donner une espèce de guide, des lignes directrices. Après ça, vous réfléchirez à votre réel besoin à vous. C'est pas la seule façon de faire. Ce n'est que ce que moi, j'ai appris au fil de mes 3 grossesses bébés. Mais c'est pour vous aider. Donc, vous pourrez me poser vos questions sur des objets plus précis si vous en avez à la fin, mais sachez qu'il y a un PDF qui va être concret, qui va vous être envoyé dans les prochains jours. Donc, alors comment on se prépare quand on prépare l'aspect matériel? Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'existe pas des réelles listes d'essentiels. Hein? Même celle que je vais vous envoyer, c'est ce que moi j'ai préféré, mais c'est pas coulé dans le béton, ce n'est pas science infuse. Hein? Je ne possède pas la science infuse. Il n'existe pas des listes complètes parce que chaque bébé est différent. Il y a des choses qui vont être appréciées d'un bébé qui ne le seront pas d'un autre. Et puis, chaque parent est unique aussi. Il y a des parents qui vont vouloir porter leur bébé. D'autres vont préférer utiliser une poussette. Et même si je suis vraiment pro du portage, pas professionnel du portage, mais très fan du portage, je trouve que c'est important pour le bébé et très, très pratique pour la maman, ben j'utilise aussi une poussette. Alors, certains parents font un mélange des deux. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'existe pas une liste d'essentiels. Claire, nette et précise. Mais la bonne nouvelle, je trouve, la vraie bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas du tout besoin de posséder beaucoup de choses pour accueillir un bébé, puis d'en prendre soin, puis de vivre une maternité épanouie, comme on la veut. Okay? Ça ne sera jamais comme on pense que ça va être, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est ça que je trouve beau là-dedans, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses et notre liste n'a pas besoin d'être longue, puis ça n'a pas besoin d'être dispendieux. Puis, vous avez toujours la possibilité de choisir des choses plus dispendieuses si c'est votre
votre besoin et votre désir. Tu sais, il n'y a pas une seule façon de faire. Donc, ma première stratégie, j'ai 5 stratégies à vous proposer aujourd'hui. Ma première stratégie, c'est de prendre le temps de bien réfléchir. C'est ça. Prendre le temps de vraiment bien réfléchir à ce que vous avez réellement envie comme mère, comme parent. De prendre le temps de vous connecter réellement à vous, OK? De vous écouter. Puis ça, là, moi, là, quand la première fois que j'ai entendu ça, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, j'étais là, non, ça me parlait pas beaucoup. Mais avec le temps, j'ai compris. Tu sais, on a une des constructions sociales vraiment fortes, des idées reçues très, très fortes sur comment ça devrait se passer avec un bébé, qu'est-ce qu'on devrait faire, de quoi qu'on a besoin. Tu sais, les idées sont très construites. Mais ce n'est pas nécessairement ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre bébé. Et le temps de passer à travers ces idées préconçues-là pour vraiment vous connecter à vous-même, à votre intuition, à ce que vous désirez réellement, là, je trouve que ça vaut vraiment la peine de le faire et de continuer de le faire plus on progresse en tant que parent. Il n'y a pas une journée où je ne questionne pas mes idées reçues. J'essaie de les déconstruire le plus possible. Donc, puis ça va vous permettre de vraiment choisir ce que vous voulez comme individu, comme parent, comme cellule familiale. Puis ça va vous donner la confiance de dire non à ce que vous voulez pas. Même si les autres sont comme « Ah ouais, tu veux pas ça? » Non, pour telle raison, moi je veux pas ça. Tu sais, ça donne beaucoup de confiance dans la démarche. Le fait de réfléchir à ce qu'on veut puis aller déconstruire ces idées reçues-là. Ma deuxième stratégie, c'est de demeurer très ouvert d'esprit. Même si on déconstruit puis on se connecte à nous, des fois, on peut réaliser un peu plus tard que quelque chose qu'on pensait qui était à nous, ben finalement, c'est une construction sociale. Donc, rester très ouvert d'esprit. C'est une autre stratégie qui aide beaucoup pour accueillir un bébé dans la simplicité, puis rester dans la simplicité aussi pendant la petite enfance. Ça peut sonner drôle comme ça, mais en demeurant ouvert, par exemple, aux autres cultures, à ce qui se fait dans le monde, face à la multitude de façons de faire, là. Il y a tellement de façons de faire partout dans le monde, face aussi aux nouveautés scientifiques, aux études récentes scientifiques qui sont très solides, mais qui ne sont pas encore assez diffusées ou qui ne sont pas encore assez enseignées, parce que c'est long changer des systèmes, de rester très ouvert à ça, puis que ça peut, oui, être complètement différent de ce qu'on pensait, puis oui, ça peut faire mal à l'ego, mais d'être ouvert d'esprit peut faire aussi nous créer des aha moments, là, comme on appelle, des petites lumières qui s'allument, puis de faire OK, ben écoute, je vais changer ma façon de faire ou modifier ma façon de faire, ça va tellement me faire du bien finalement pour telle raison. De garder cette ouverture-là va beaucoup nous aider aussi à progresser dans notre simplicité. Puis même, tu sais, ça va nous donner aussi de rester ouvert aux nouveautés scientifiques, là, aux résultats de recherche scientifique. Ça donne aussi beaucoup de confiance en nous, parce que souvent, ça va aller à l'encontre de ce que, par exemple, nos grands-mères ont fait ou notre tante a fait ou certaines de nos amis ont fait aussi. Donc, ça nous permet d'être plus confiants dans notre propre maternité, si je peux dire. Puis, ça nous permet de faire des choix qui sont éclairés pour nous, hein? Pour nous, notre cellule familiale. C'est ça qui compte. Par exemple, moi, mon troisième bébé n'a jamais eu de couchette, de bassinette, là, de petits lits à barreaux. Si on m'avait parlé de cette idée-là quand j'étais enceinte de mon premier enfant, il y a 7 ans, j'aurais vraiment fait les grands yeux. J'aurais, de quoi tu parles? J'ai jamais entendu parler de ça, pas avoir de bassinette pour un bébé. Voyons donc. Dans ma tête, c'était une construction sociale qu'on m'avait transmis. Hein, une couchette, c'était le lieu pour faire dormir un bébé. Point. Tu sais, c'était ça. Moi, je connaissais pas d'autre chose. Donc, jamais j'aurais pensé que, premièrement, j'allais faire du cododo. Jamais j'aurais pensé que, avec mes 3 enfants, jamais j'aurais pensé que mon fils, mon troisième, aurait jamais de couchette puis qu'il dormirait dès le départ sur un petit matelas par terre, puis qu'il n'aurait jamais à vivre la transition dans un grand lit. Finalement, j'aurais jamais pensé que, dans le fond, mes 3 garçons seraient dans la même chambre. Tu sais, avec l'ouverture d'esprit, on peut faire évoluer notre façon de faire, nos façons de voir les choses, puis s'adapter à notre réalité puis à nos besoins.
Donc, ça nous ouvre à une multitude de possibilités, puis on peut trouver quelque chose qui nous convient vraiment là-dedans. Je ne dis pas que c'est la façon qu'il faut faire, je ne dis pas que vous devez ne pas vous acheter de couchette et de absolument mettre un matelas par terre, mais c'est une façon de faire qui mérite d'être connue, disons. Donc, on réalise aussi souvent que la première et demie, on traverse tellement d'étapes, pendant la première année et demie de bébé, on traverse tellement d'étapes, notre bébé traverse tellement d'étapes et ça va très, très rapidement. Se donner le droit aussi de toujours réajuster le tir et de s'adapter aux différentes phases qu'on traverse. Hein, de modifier notre environnement immédiat, notre maison, de l'adapter selon les besoins de l'enfant et de la famille, selon la phase dans laquelle il se trouve. Tu sais, ça peut changer aussi. Donc, par exemple, mon troisième bébé a débuté son dodo dans notre chambre, dans un petit Moïse près du lit. Ensuite, il est allé dans notre chambre sur un matelas au sol. Ensuite, plus tard, il est allé dans une autre pièce avec un matelas double au sol, tout seul dans sa chambre, pour finalement joindre ses frères, les trois dans la même chambre, dans un petit lit pour enfants. Donc, en 2 ans, on a changé souvent notre façon de faire par rapport au sommeil de notre troisième pour nous adapter à la situation dans laquelle on était à ce moment-là. Maintenant, il a presque 2 ans et demi, la situation est stable, il a un vrai lit, il dort avec ses frères, c'est comme ça maintenant. Donc, puis ça pourra être comme ça à long terme. Ça nous a permis de faire une chambre le plus cute, d'arranger ça à notre goût, mais avant ça, on s'adaptait. OK. Donc, ma troisième stratégie, c'est de ralentir. Ralentir au cours des quelques mois ou les semaines avant l'arrivée de bébé. Je ne dis pas d'arrêter de travailler si vous êtes en forme, là, mais de ralentir surtout mentalement. Prendre le temps de ralentir un peu votre train de vie. Parce que quand le bébé arrive, il y a vraiment un nouveau rythme qui se met en place. Et c'est pas vrai là, que vous pourrez plus jamais rien faire, mais c'est vrai que le nouveau rythme va changer. Le rythme va changer et des fois, ça peut être difficile à accepter. Pour d'autres, ça ne l'est pas du tout. Hein, ça dépend de chaque personne. Mais quand on essaie de combattre ce nouveau rythme-là, ça peut créer beaucoup de frustration. Puis des fois, on va peut-être aller vers des choses matérielles pour essayer de combler ces frustrations-là. Parce que notre focus ne sera pas nécessairement sur... on ne sera pas aussi posé, on ne sera pas autant dans le moment présent, donc on peut aller chercher des objets pour régler une problématique qui, dans le fond, pourrait être réglée d'une autre façon. Juste le fait de ralentir, de se permettre de juste être posé dans ces derniers temps-là et de profiter aussi de ce temps-là avant les gros changements qui s'en viennent, peut vraiment aider à s'ouvrir l'esprit, à considérer d'autres avenues, à laisser aller aussi certaines idées. C'est un bon moment aussi pour accepter de l'aide. Si les gens veulent vous gâter parce que vous attendez un bébé, c'est vraiment, on l'entend de plus en plus souvent, mais c'est vraiment le fun d'accepter l'aide pour les tâches ménagères, donner des coupons pour venir nettoyer la maison ou remplir le congélateur de repas qu'on pourra manger quand le bébé va arriver. Ça fait vraiment une différence dans les premières semaines, avoir un congélateur bien plein de repas qui sont nourrissants pour la mère, surtout si la mère qui allaite, mais la mère qui allaite pas aussi, là, on a besoin de réparer notre corps, on a besoin de reprendre des forces. Donc ça, c'est des super bonnes alternatives aux biens matériels. Donc, ralentir dans les derniers temps peut nous ouvrir là, à toutes sortes de possibilités comme ça. Puis là, c'est pas qu'on n'est pas capable de prendre soin de nous, là. Ça, c'est dans notre culture, c'est très, très fort. Hein? Je suis capable de le faire tout seul. On a un petit peu l'ego qui embarque. C'est pas qu'on n'est pas capable de prendre soin de nous, mais c'est surtout l'idée que c'est une façon d'honorer notre corps qui vient de faire cette grande transition-là, qui a porté la vie pendant 9 mois, puis ensuite qui a donné la vie. Notre corps se doit d'être honoré. On doit prendre le temps de reprendre des forces et de se rebâtir. Les premières semaines, là, c'est le temps d'être une petite cellule dans la douceur autour de la maman. Puis après ça, les semaines passent, puis le temps passe et on recommence à aller dehors, on reprend des activités. Plus on va donner de cet espace de douceur et de réconfort et de reconstruction de notre corps, plus vite on va reprendre notre forme pour pouvoir
reprendre plus activement nos activités. Mais c'est une belle façon d'honorer notre corps. Puis à ce sujet-là, vous aurez le lien dans le PDF, là, mais je vous suggère la lecture du livre The First 40 Days, qui explique très simplement et de façon super magnifique, très inspirante, l'importance du 4e trimestre, comme on appelle, et c'est-à-dire le trimestre qui vient après la naissance du bébé, et son importance pour la femme et pour le bébé, et comment la famille peut contribuer à cette période-là. Puis, le fait de ralentir va permettre aussi de passer moins de temps à se concentrer sur la préparation matérielle du bébé et peut-être passer plus de temps sur la préparation mentale face à ce changement-là. Peut-être que ça serait le temps de s'éduquer sur les différentes façons, les différents courants éducatifs, les différentes visions, les différentes résultats des recherches des dernières années, les nouveautés en neurosciences, de s'informer un peu, de ne pas virer fou non plus. Il faut rester calme, il faut rester tranquille, puis il faut savoir doser l'information. Mais ça peut être une très belle façon de se préparer à la venue du bébé au lieu de miser sur l'aspect matériel, de venir faire une préparation par rapport à l'éducation puis notre vision parentale, puis d'essayer de la partager avec notre conjoint ou notre partenaire. Ça peut être une belle façon de se préparer aussi. Je suggère également la ressource en ligne Maternité Sacrée. Je vous donnerai le lien aussi. Ça, c'est un service de doula postnatale qui viennent prendre soin des femmes qui ont accouché avec des soins vraiment bien étudiés, là, dédiés à vraiment pour reprendre des forces et vraiment le mental aussi. Et il y a des ressources en ligne aussi. Donc, c'est vraiment une belle ressource pour préparer son 4e trimestre, puis s'accorder cette douceur-là, cette bulle de doux-là, c'est vraiment une super belle ressource. Je vous le conseille fortement. Je vous mettrai le lien dans le PDF aussi. Donc, ma 4e stratégie, c'est intimement lié au fait de ralentir. C'est de prendre le temps de réfléchir à votre lifestyle et à votre maison actuelle. Il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'il faut qu'ils déménagent parce qu'ils attendent un bébé, parce qu'il faut ci, ça, là, les « il faut que ». Donc, moi, je vous propose plutôt de prendre le temps d'évaluer ce que vous avez déjà, ce que vous aimez comme style de vie et de créer votre vie de famille à partir de ça. C'est sûr que les choses vont bouger, vont changer avec la venue du bébé, puis après la façon qu'il grandit, sa personnalité, puis comment vous vous sentez. Ça peut tout changer. Ce que vous voulez aussi peut changer. Il faut rester ouvert. Mais de réfléchir et d'évaluer ce qu'on a comme vie, puis de construire à partir de ça va vraiment aussi apporter un vent de fraîcheur, puis beaucoup de simplicité dans la venue du bébé, parce que tout n'a pas à être transformé parce que vous avez un bébé. À quoi pourrait ressembler votre quotidien dans les premières semaines du postpartum? La bulle de doux dont on parlait tantôt, les semaines suivantes, les mois suivants. Est-ce que vous habitez au 3e étage d'un immeuble? À ce moment-là, est-ce que vous avez besoin d'une poussette super légère? Est-ce que vous prenez les transports en commun ou vous prenez plutôt la voiture? Donc, à ce moment-là, encore là, le choix de matériel va changer. Si vous prenez les transports en commun puis que vous êtes comme moi puis que vous faites votre épicerie en poussette, ben vous avez besoin d'un type de poussette qui va vous permettre de faire ça. Tandis que si vous habitez plus en banlieue avec des belles grandes rues larges et très lisses et que vous faites des balades, ou que vous transportez souvent votre poussette en voiture, dans le coffre de la voiture. Donc là, ça vous prend un autre type de poussette. Donc, pas besoin d'en acheter plein. Juste de prendre le temps de réfléchir à réellement votre situation et qu'est-ce que vous allez faire avec cet objet-là va vous permettre de faire un choix plus éclairé, puis d'éviter de changer d'objet en cours de route, quoique vous pouvez le faire aussi. Mais par exemple, moi, j'avais acheté une poussette simple qui se transformait pas, mais qui répondait à d'autres critères. Donc, facile de prendre l'autobus avec, assez de panier pour faire mon épicerie aussi, et aussi un bon système d'amortissement parce que j'habite dans le centre-ville puis que les trottoirs sont vraiment, vraiment, vraiment bumpy. Par contre, je le savais que j'allais avoir 2 enfants rapprochés. Je le savais.
j'ai eu la chance de pouvoir le réaliser parce que c'est ce qu'on désirait. Mais j'aurais donc dû acheter dès le départ une poussette qui allait évoluer vers une poussette double. Il a fallu que je vende ma poussette puis que je m'en rachète une autre parce que je voulais avoir une poussette double rendue là parce que j'avais pas de voiture puis c'était mon système de transport. Donc, j'aurais dû réfléchir encore plus à cette possibilité-là. Donc, c'est juste un exemple de réflexion qu'on peut avoir sur notre lifestyle. Nous, on ne voulait pas s'acheter une voiture parce qu'on avait 2 enfants. On a acheté une voiture rendue au 3e parce qu'elle était hospitalisée. Mais avant ça, on ne ressentait pas le besoin. Donc, on a investi un peu plus dans notre poussette. Notre poussette, on l'a achetée usagée sur Kijiji, mais on a acheté une très bonne poussette qui nous permettait de faire tout ce que je viens d'énumérer là. Donc, après ça, vous pouvez réfléchir au type de maison que vous avez. Si vous habitez au 3e étage, si vous avez une maison avec plusieurs étages, qui n'est pas très baby-friendly, est-ce que vous avez besoin d'adapter certaines choses dans votre maison? Bien, c'est le temps là, de réfléchir à ça, puis vous allez pouvoir réfléchir à tout ça aussi au fur et à mesure, mais d'entamer ces réflexions-là va vous aider à mieux diriger vos achats, dans le fond. Et puis, ça peut être le temps aussi de réfléchir au fait que vous avez peut-être des rêves de voyage qui pourraient se concrétiser si vous évitez d'acheter certains items qui sont plus ou moins nécessaires, mais que vous avez envie, mais de peut-être prendre ce budget-là puis de faire un budget voyage à la place puis de vous débrouiller autrement pour les items. Ça peut être aussi le temps de réfléchir à ces éléments-là. Ça fait partie du lifestyle. Donc, ces réflexions-là qui sont à partir de votre réalité vont vous aider à vous préparer vous-même en fonction de vous et de votre famille au lieu de se baser sur juste ce qui est dit qui est nécessaire ou les choses comment qu'elles devraient être faites. Puis, ma 5e stratégie maintenant. Peut-être que je peux aller faire un petit tour au niveau du chat. Avez-vous des petites réflexions à partager ou des questions à me poser? Je pense que je parle vite, mais je vois le temps passer, puis... finalement, j'ai tellement de choses à dire, ça n'a même pas de bon sens. Donc là, il n'y a pas de questions qui apparaissent. Gênez-vous pas s'il y en a, là, posez-les ou dites vos commentaires, là, c'est super le fun. OK, donc ma 5e stratégie, c'est d'attendre avant d'acheter pour beaucoup, beaucoup de choses. Je vous ai proposé de réfléchir beaucoup, de réfléchir à ce que vous voulez être comme parent, réfléchir à votre lifestyle, etc., etc., mais d'attendre avant d'acheter plusieurs items. Oui, ça fait vraiment une différence. Alors, mis à part quelques items clés qu'il faut absolument avoir à la naissance du bébé, comme quelques pyjamas, un banc d'auto parce que c'est obligatoire, et une place pour dormir, des choses comme ça. Mis à part les quelques petits items essentiels, c'est drôle, j'ai dit qu'il n'y avait pas de liste essentielle, mais il y a quand même une couple d'affaires qui sont nécessaires et l'enfant doit être nourri, doit être tenu à la chaleur et doit avoir une place sécuritaire pour dormir. Donc, et être transporté, donc le banc d'auto. Donc, une fois que vous avez ça, certaines choses peuvent attendre facilement là, après la naissance. Non seulement ça peut facilement attendre parce que vous n'en aurez pas nécessairement besoin tout de suite, mais ça vous donne aussi l'occasion de voir puis de réaliser ce que vous avez besoin finalement là, un peu plus au fur et à mesure. Puis il y aura toujours quelqu'un qui va être prêt à aller le chercher pour vous. Vous pouvez faire des commandes en ligne, vous pouvez profiter de l'offre d'aide de quelqu'un pour lui dire « Peux-tu me prêter tel objet? » etc. Donc, vraiment d'aller au fur et à mesure, ça aide énormément. Puis, une fois qu'on est remis de notre période postpartum, ben, ça peut faire une activité aussi pour sortir de la maison, d'aller chercher ce qu'on a besoin. Donc, par exemple, ça se peut que vous ayez un bébé là, qui ne fait aucun reflux. Okay? Dans ce cas-là, ben, une simple couverture au sol et un bébé, là, dès le très jeune âge, un bébé déposé directement sur la couverture au sol, sur le dos, sur le ventre, dans ces périodes d'éveil, va faire parfaitement l'affaire. Non seulement ça va faire parfaitement l'affaire, mais c'est aussi ce qui est de mieux pour son développement moteur, pour sa physionomie. Donc, à ce moment-là, de cette façon-là, bien, vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'avoir une balançoire pour bébé, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir une petite chaise pour bébé qui vibre.
Vous avez clairement pas besoin d'un Bumbo, là, la chaise qui force l'enfant à être assis. Là, ça, là, si je peux me permettre de vous dire, vous avez vraiment pas besoin de ça. Et en tout cas, ça vous fait réaliser dans le fond que vous n'avez pas besoin de toutes ces options de où je vais mettre mon bébé. Bien, un bébé, simplement sur une couverture au sol, va être super bien, il va absorber son environnement, il va observer ce qu'il y a autour de lui, il va être parfaitement heureux, il va pouvoir s'étirer, il va pouvoir apprendre à bouger son corps. Quand il va être prêt, il va apprendre à se tourner et c'est vraiment une très bonne place pour le bébé. Mais c'est de moins en moins évident parce qu'on est un petit peu, notre regard est détourné par toutes les options pour mettre notre bébé, nous détourne un petit peu le regard sur le fait que simplement un bébé par terre en motricité libre est excellent. T'sais. Gratuit et ça prend pas de place. Puis ça coûte cher. C'est laid. Excusez les jugements. Excusez-moi. D'ailleurs, je vais en glisser un petit mot ici, mais je pourrais mettre la référence dans le PDF. C'est par rapport au fait que ces objets-là, en général, même s'ils sont mis sur le marché comme étant ergonomiques, c'est pas nécessairement idéal pour le corps du bébé, comme je disais. C'est pas un drame là d'y mettre de temps en temps dans un objet. Là, j'ai une chaise style hamac là, qui se plie puis que je transportais chez mes amis, ou des fois quand les enfants plus vieux mes enfants plus vieux étaient vraiment très, très, très actifs puis que j'aimais moins mettre le bébé par terre, ben là, je le mettais dans cette petite chaise-là une fois de temps en temps. Mais j'en avais une, puis elle se pliait, puis elle se rangeait, puis j'essayais de l'utiliser le moins possible. Mais c'est pas grave de l'utiliser une fois de temps en temps pour des situations. Puis si vous avez un bébé qui a un reflux, comme mon troisième avait du reflux sévère, il devait, les premières semaines, être constamment incliné. Donc, au début, je ne pouvais pas le laisser longtemps par terre et il y avait vraiment trop de reflux. Donc, il y a des situations qui font en sorte que vous vous adaptez puis vous allez vous en procurer une petite chaise vibrante. Là. Il y en a plein sur le marketplace, sur Facebook, puis même des personnes qui veulent s'en débarrasser. Là, vous pouvez en trouver une vraiment facilement. Mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire. Pour mes autres bébés, j'en avais pas de besoin. Les enfants étaient super heureux par terre. J'avais déjà cette chaise-là. Je me l'étais faite donner. J'avais été très chanceuse. C'est une chaise très ergonomique qui est très dispendieuse. Puis par hasard, je l'ai trouvée à quelqu'un qui voulait s'en débarrasser. Donc, je l'ai pris. Puis je la prête à tout le monde parce que c'est très pratique en voyage. Justement, si tu vas à quelque part où tu peux moins laisser ton bébé par terre, ben, tu le mets dans cette petite chaise-là. Peu importe, c'est pour vous illustrer que ce n'est pas un réel essentiel, même si c'est vraiment affiché comme des essentiels dans les magasins. C'est ça. Donc, voilà, je vous mettrai le lien vers une source que je trouve très, très intéressante qui explique bien pourquoi c'est pas l'idéal d'un niveau physiologique là, pour les bébés d'être confinés dans des sièges de ce genre-là. J'attendrai aussi plusieurs mois, quelques mois, avant de commencer à me procurer des objets liés à l'alimentation du bébé, autre que le lait maternisé là, et autres trucs entourant le lait, si vous en avez besoin, ça compte pas. Mais tout ce qui reste, l'introduction des solides, la chaise haute, tous ces objets-là pour l'alimentation du bébé, moi, j'attends d'être rendue à cette étape-là ou d'être presque, je commence à la préparer un petit peu avant pour être prête. Mais là, ça vous permet de vraiment évaluer ce que vous voulez avec votre bébé, puis vous avez eu quelques mois pour vous pratiquer avec votre bébé, pour mieux le connaître, pour savoir mieux qu'est-ce que vous voulez, comme relation, comme façon d'éduquer. Donc, vous allez pouvoir faire des choix qui sont plus respectueux de ce que vous êtes. Personnellement, je trouve que pour ce qui est alimentation, un bébé a juste besoin d'une chaise haute. Et puis même la chaise haute est très discutable dans certains milieux. Mais moi, je trouve que la chaise haute, j'aime beaucoup avoir une chaise haute pour mes bébés parce que je veux qu'ils prennent part à nos repas autour de la table très, très tôt. Donc, dès qu'ils se tiennent solidement assis, je les assois dans la chaise haute à la table avec nous. Mais mis à part ça, je trouve qu'on a besoin de rien. Peut-être une bavette lavable, mais même à ça, rendu au troisième, je le mettais en bedaine parce que la bavette, ça ne me tentait plus de la gérer. Donc, même pas de bavette. Puis au niveau de la vaisselle, ben moi, j'offre dès le départ de la vraie vaisselle à mes bébés.
Ils mangent dans la même vaisselle que nous. C'est un apprentissage. Des fois, ça va directement sur la table ou directement sur le plateau de la chaise haute. Puis après ça, la vraie vaisselle. Je pourrais mettre un lien vers un article qui donne des détails là-dessus, mais ça apporte vraiment beaucoup de positivisme autour de l'enfant pour son apprentissage. Puis ça permet aussi de ne pas acheter de la vaisselle en plastique qui n'est pas nécessairement super bonne pour l'environnement, puis qui génère des conflits pour la couleur quand les enfants sont plus vieux. Là, ils se chicanent pour la bleue, puis la jaune ou la verte. Là, puis, j'en ai pas de ces conflits-là parce que tout le monde mange dans la même vaisselle, puis on n'est pas distrait. Quand on s'assoit à la table, c'est pas pour s'asseoir avec quelque chose pour regarder un bonhomme dans notre assiette ou whatever. C'est parce qu'on s'assoit pour prendre un repas en famille. Donc, ça élimine un peu des éléments de distraction. Oui, Sarah Catherine, je vais mettre le lien vers un article que j'avais écrit à ce sujet-là là, pour la vaisselle. Donc, c'est ça, il y a moins de distraction face à ce qu'on doit faire. Dans le fond, quand on reprend un repas, c'est pour s'asseoir tous ensemble, parler, échanger, puis manger. Donc, voilà, cette simplicité-là autour de la vaisselle puis des accessoires de repas facilite vraiment beaucoup le repas, puis les potentiels conflits qui peuvent venir avec. Et c'est très économique aussi. Pour le reste, donc, je trouve que rien n'est nécessaire vraiment à part la chaise haute. Puis si vous décidez de faire des purées maison, ben c'est très rapide, très économique. Ben vous n'avez pas besoin non plus d'un mélangeur. Ils ont mis sur le marché des mélangeurs exprès pour les purées, avec des racks pour les congeler exprès pour les purées. Ben tu sais, un simple blender ou une mixette immersion fait vraiment bien le travail. Puis pour la congélation, un rack à glace pour congeler les petits cubes de purée. C'est gratuit et très simple d'utilisation. Pas besoin d'acheter un blender spécialisé. Puis vous pouvez aussi vous tourner vers la diversification alimentaire menée par l'enfant, l'alimentation autonome ou la DME, là, selon les sources. Là, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça, je ne sais pas si vous connaissez la DME, mais c'est dans le fond une alimentation qui est menée par l'enfant à 100%. Donc, dès l'introduction des solides, on ne donne pas de purée, on donne des morceaux dès le départ. C'est ce qu'on a fait pour notre troisième enfant. Et c'est d'une simplicité époustouflante. C'est merveilleux. Pas besoin de préparer des purées, de les congeler, de les prévoir. L'enfant mange la même chose que nous, c'est juste coupé différemment. Moi, j'ai trouvé ça vraiment fantastique et j'aurais voulu faire ça à mon premier. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. À mon premier, ça a été une approche de purée classique. À mon deuxième, ça a été un mélange de purée et de morceaux. Puis à mon troisième, j'ai vraiment fait la DME et c'était vraiment génial. À ce sujet-là, je vous conseille de consulter les travaux de Sandra Griffin, qui est la nutritionniste qui est derrière Maman mange bien. Peut-être vous la connaissez déjà. Elle donne d'excellentes informations sur la DME. Elle donne tous les trucs. C'est vraiment génial. Elle a un livre là-dessus. Elle fait beaucoup de stories sur Instagram là-dessus. Et c'est vraiment une ressource géniale. Parce que c'est important de se préparer. Si on veut faire la DME, on doit se préparer. On doit savoir comment couper les aliments, quoi donner en premier là, selon nos observations de notre bébé et quand le faire aussi. Mais une fois qu'on a la documentation, l'information, c'est vraiment simple. Donc, vraiment, là, les travaux de Sandra Griffin sont géniaux. Je vous mettrai aussi le lien dans le PDF vers ces travaux-là. Et ça, c'est des ressources. Là, je ne suis pas payée pour vous en parler. Là, c'est vraiment des choses que moi, j'utilise et que j'adore. Là, c'est vraiment des bonnes ressources. Je ne suis pas sponsorisée pour vous en parler. Alors, c'est ça. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour de l'alimentation. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'items comme ça qui valent la peine d'attendre avant de les acheter. De mettre sur pause. Des fois aussi, on a peut-être quelque chose, un genre de besoin qui peut apparaître, puis on se dit, je vais aller acheter telle affaire, ça va m'aider. Puis, tu sais, prendre une pause par rapport à ça, puis regarder la situation, là, peut-être sur 1 ou 2 jours, une couple de jours, va nous permettre de réorienter. Souvent, on se rend compte, finalement, on n'avait pas besoin, c'était temporaire, c'était juste une petite passe, peu importe, là, mais de ne pas se précipiter pour les achats, c'est vraiment un bon truc pour rester dans la simplicité.
Je veux aussi revenir sur un sujet en particulier. Là, je vois que là, ça fait déjà 1h04. On devrait passer bientôt à la période de questions. Je vais un petit peu dépasser, je pense. Je voulais revenir sur un sujet. On m'a écrit pour me demander par rapport au tire-lait. La plupart des compagnies de tire-lait vont même vous suggérer elles-mêmes d'attendre la naissance du bébé pour acheter un tire-lait. Selon la situation dans laquelle vous êtes. Il y en a qui n'ont pas besoin du tout de tire-lait, même si puis qui allaitent, qui sont capables de tirer du lait manuellement. Il y en a qui vont l'utiliser pour appeler le lait quand c'est trop long avant d'avoir la montée laiteuse. Par exemple, moi, j'avais eu la chance de trouver un tire-lait gratuit que j'ai changé toutes les tubulures là, pour que ça soit propre. Donc, j'ai payé pour des tubulures pour que ça soit sécuritaire, mais le tire-lait comme tel était électrique, là, puis il m'a été donné de quelqu'un qui en avait plus besoin. Et j'ai jamais été capable de sortir du lait avec un tire-lait. J'ai allaité, mais je n'étais pas capable de tirer du lait. Donc, je suis vraiment contente de ne pas avoir payé 150 $ pour un tire-lait quand finalement, je ne m'en suis pas servie parce que ça n'a jamais fonctionné, même si j'ai consulté des excellentes consultantes en lactation, etc. Mon corps n'a jamais reconnu la succion du tire-lait pour faire sortir du lait. Donc, tout ça pour dire que si vous êtes à l'hôpital, maintenant, les hôpitaux ont des consultantes en lactation et demander de la rencontrer parce que les infirmières n'ont pas toute cette information-là. Donc, vraiment, à l'hôpital, vous pouvez rencontrer une consultante en lactation et ils ont des tire-laits à vendre de toutes les marques, donc, ou presque. Donc, c'est pas sponsorisé encore là. Puis, la consultante, dans les premiers jours suivant l'accouchement, peut vous aider à faire un choix éclairé. Puis, vous pouvez aussi la revoir quelques jours, quelques semaines après l'accouchement. Et en maison de naissance, vous pouvez aussi être très bien conseillé. Donc, vraiment, là, vous pouvez vous en acheter un avant si ça vous intéresse d'avoir un tire-lait, mais c'est quelque chose qui peut aussi être attendre là, les premiers moments avec bébé. Ou peut-être aussi votre montée laiteuse va arriver vraiment vite, ça va super bien se passer, puis finalement, vous allez peut-être choisir un mois plus tard de vous acheter un tire-lait pour avoir des réserves de lait dans votre congélateur. Donc, ça dépend vraiment des situations. Oui, puis je veux aussi glisser un petit mot par rapport à la préparation à l'allaitement. Si vous choisissez d'allaiter, hein, c'est vraiment dans l'allaitement, on peut dire que c'est vraiment très, très économique et très minimaliste. Donc, vous avez besoin de rien d'autre que vous-même pour allaiter. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse. Si vous avez l'intention d'allaiter, je trouve qu'il est très, très important de se renseigner. Donc, ça, avant d'accoucher, d'en apprendre le plus possible sur l'allaitement parce que c'est un savoir, c'est naturel, mais c'est quelque chose qui s'est perdu de génération en génération. Donc, nous, les femmes, nous n'avons plus vraiment les modèles, nos mères, nos tantes, nos cousines qui allaitent autour de nous. Et c'est comme ça qu'on apprenait à allaiter parce que ça a vraiment beaucoup de défis. C'est pas facile au début et c'est à travers la persévérance, mais aussi beaucoup d'accompagnement, beaucoup de soutien qu'on passe à travers les moments difficiles de l'allaitement au début. Donc, en étant très, très renseigné au début, hein, si vous pouvez participer à un petit workshop sur l'allaitement avant d'accoucher ou de prendre rendez-vous avec une consultante en lactation pour vous préparer. Souvent, on se prépare beaucoup pour l'accouchement, mais on ne se prépare pas beaucoup pour l'allaitement, puis c'est vraiment très utile. Donc ça, là, ça peut être aussi une idée de cadeau non matériel, de prendre part à un atelier de préparation pour l'allaitement. Regardez dans votre région, c'est quelque chose de super intéressant qui peut être offert en cadeau au lieu d'être un objet. Donc, une autre façon d'aller dans la simplicité. Puis si ça vous aide à soutenir votre allaitement puis à faire en sorte que vous allaitez, si c'est ce que vous désirez, bien encore là, ça va vous avoir permis, ça va vous avoir été utile, puis ça va vous faire en sorte que vous allez avoir moins besoin d'acheter l'équipement si vous allaitez pas, dans le fond. Vous pouvez aussi faire un mix des deux. Il y a tellement de possibilités par rapport à ça. Là, il n'y a pas qu'une seule façon de faire par rapport à ça non plus. Donc, finalement, autour de si vous allaitez pas ou que si vous faites un mix, oui, attends, c'est vrai, je regarde le commentaire de Sarah Catherine et c'est très difficile et très douloureux. Oh oui, j'ai vraiment rushé avec mes allaitements, mes 3. Ça a été extrêmement difficile.
Personnellement, 2 mois avant qu'il n'y ait plus de douleur. Oui. Ah oui, moi aussi, ça a été vraiment quelque chose. Beaucoup de soutien des consultantes, beaucoup de soutien des conjoints, du conjoint. Je suis très d'accord, je suis tellement d'accord. Ça prend ça. Donc, si on se renseigne, ça nous aide vraiment beaucoup plus à aller chercher ce support-là. Il y a certaines personnes qui vont avoir un petit peu plus de misère à aller chercher de l'aide, à aller chercher du support. Donc, en étant plus renseigné, j'ai l'impression que ça devient plus facile d'aller aussi chercher du support après. Donc, c'est une autre petite suggestion. Puis sinon, si vous allez vers le monde des biberons ou d'un mix des deux, moi, personnellement, je vous mettrai mes suggestions de biberons dans le PDF, mais je veux juste dire un petit mot sur le fait que j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir un chauffe-biberon. Je trouve que c'est un objet qui n'est pas nécessaire. J'ai toujours utilisé un plat de plastique avec l'eau chaude du robinet. Je mettais mon biberon dedans, il se tempérait, c'était parfait après. Ça ne prenait que quelques minutes et c'était juste dans un plat. Et j'ai pas utilisé non plus de stérilisateur à biberon. Je les ai fait bouillir. J'ai utilisé mon lave-vaisselle dans son cycle le plus chaud et c'était parfait, là. Il y a des façons de faire pour les stériliser avec ce que vous avez à la maison. Il y a même des sacs réutilisables pour mettre dans le micro-ondes si vous avez un micro-ondes. Donc, c'est un autre objet qui est vraiment pas nécessaire à se procurer, qui prend de la place sur le comptoir. Puis après ça aussi, quand on arrive à quelque part puis qu'on n'a pas notre chauffe-biberon, par exemple, on a moins pratiqué quoi faire quand on n'en a pas. Fait qu'on se sent un peu plus désemparé. Quand, dans le fond, on est très bien capable de s'en passer. Puis dans le fond, c'est juste un manque de pratique, si je peux me permettre. Parce que si on n'en a pas, puis on le fait comme ça à la maison, on arrive ailleurs, on ne se sent pas démuni, on va demander à quelqu'un un plat d'eau chaude, ça se trouve quand même assez facilement, puis on est correct. Donc, c'est la fin de la parenthèse sur le chauffe-biberon. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter là. J'ai tellement de choses à dire, je pourrais en parler pendant des heures. Mais je voulais vraiment communiquer avec vous là, ma philosophie face à cette simplicité-là qui va vous permettre non seulement d'économiser beaucoup d'argent, aussi beaucoup d'espace dans votre milieu de vie, qui va peut-être vous aider à rester là où vous habitez déjà, puis enlever le besoin, l'idée de peut-être que vous avez besoin de déménager ou d'aller dans le plus grand. Mais ça va être aussi beaucoup bénéfique pour vous, pour vivre une première année avec bébé qui va être plus relax, plus simple, avec moins de « il faut que » puis de choses qu'il faut faire ou d'idées préconçues. Puis, je répète aussi là, que c'est vraiment de plus en plus prouvé scientifiquement à quel point moins c'est mieux pour les bébés. Puis là, je ne vous dis pas de laisser votre bébé tranquille, négligé, là. Non, non. Moins d'objets, moins d'informations, moins de trop pour plus de connexion, plus d'observation, plus de liens avec votre bébé. T'sais. Donc, pour finir, je pense que le secret, c'est de se rappeler que ce qu'il y a de meilleur pour notre enfant, dans le fond, c'est pas tous ces objets-là. C'est pas ça qui va faire en sorte que notre enfant va être épanoui, que nous, on va être épanouis puis qu'on va avoir une belle relation. Ça passe pas par les besoins matériels, ça passe vraiment plus par l'attention puis le lien d'attachement qui va se créer entre le parent et l'enfant. Il n'y a rien de plus précieux que ça dans la première année de vie. Puis ça peut être vraiment difficile d'aller vers ça quand on se sent pris dans un tourbillon. Voilà. Donc, je pense que si collectivement, excusez, j'ai été distraite avec les commentaires, je vais y aller après. Je pense que si collectivement, on dit non à cette surconsommation-là, toutes ces publicités-là qui jouent sur nous, sur l'insécurité du parent, notre possible sentiment de culpabilité aussi qui peut apparaître parce qu'on se dit qu'on n'est pas en train d'offrir ce qu'il y a de meilleur à notre enfant, on est peut-être en train de manquer quelque chose, de rater sa maternité ou tout ça. Je pense que collectivement, là, on peut se dire un gros non par rapport à ça. Que ça passe pas par ces biens-là, mais ça passe par la façon qu'on va accueillir notre enfant. Et l'enfant, il va s'en foutre, le bébé, d'avoir une belle grande chambre, super belle, avec plein de jouets, s'il n'y a pas vraiment de lien avec ses parents. Là, c'est pas de ça qu'on y a besoin. Donc là, j'avais d'autres affaires, là, mais là, je vais arrêter ça là. Je vais aller aux commentaires, aux questions pour un petit 10 minutes peut-être, pour répondre à vos questions. Là, j'avais préparé trop de matériel. Alors, le Maude, tu me demandes
Comment gères-tu les cadeaux non désirés? Ça, il y a différentes façons de gérer les cadeaux non désirés. Premièrement, d'aller, de peut-être agir en amont, hein, avant même de commencer à recevoir des cadeaux, commencer à ouvrir la discussion sur votre désir de simplicité autour de tout ça et de donner aussi des idées d'avance, de trucs peut-être non matériels ou des choses que vous avez vraiment réellement besoin, que vous avez décidé que vous voulez, les donner en amont. Ça va aider à limiter un peu les cadeaux indésirables, mais c'est sûr que vous allez en recevoir. Écoutez, moi, là, ce que je me dis, c'est que la personne a été super généreuse, a vraiment été gentille, donc je la remercie, je suis vraiment pleine de reconnaissance. Elle a pensé à nous, elle voulait nous faire plaisir, c'est vraiment, vraiment, vraiment gentil. Je la remercie. Une fois que le cadeau est rendu chez moi, il a fait son travail. Le cadeau, là, il sert à faire plaisir. Elle a eu du plaisir, la personne, en le choisissant puis en me le donnant. Moi, je le reçois, je la remercie, je suis vraiment pleine de gratitude. Si le cadeau, je me rends compte que finalement, il ne nous sert pas du tout, ben, je vais le laisser aller. Je vais aller le porter à quelqu'un qui va s'en servir, qui va je ne vais pas nécessairement le garder parce que la personne, là, elle ne sera pas plus contente, dans le fond, là, de savoir qu'il y a un objet qui nous alourdit chez nous ou qui nous encombre puis qu'on ne se sert pas, dans le fond, puis qu'on se sent coupable parce qu'on le garde puis on se sent coupable par rapport à ça. Donc, moi, je le laisse aller. Généralement, les personnes Généralement, les gens ne s'en rendent pas nécessairement compte. Si c'est un outfit, peut-être que je vais le prendre en photo pour l'envoyer à la personne, puis le passer au suivant si j'ai trop de vêtements, puis que j'ai pas besoin de celui-là en particulier. Mais généralement, si je me rends compte que j'en ai pas besoin, je le garde pas, tout simplement. Puis, tu sais, j'en parle pas spécifiquement. Puis c'est super rare que les personnes s'en sont rendues compte. Je sais qu'il y a certains individus qui vont rentrer chez quelqu'un puis qui vont chercher les cadeaux qui ont donné. J'ai la chance de ne pas vivre ça. Donc, voilà, je ne les garde pas. Donc là, je remonte un petit peu dans le chat pour voir d'autres questions. OK. Anne, j'ai une question. Attends, là, ça a comme coupé. En lien avec les ouvrages et livres pour maman bébé et ce qu'il faut faire. Par exemple, le mieux vivre généralement donné par l'hôpital. Est-ce que c'est un ouvrage qui t'a aidé ou que tu as plutôt mis de côté? Le mieux vivre est rempli d'informations qui peuvent être pertinentes. Feuilletez-le, puis vous allez voir ce que vous en pensez. Personnellement, je ne l'ai pas vraiment utilisé. Il est disponible en ligne en PDF. Donc, j'ai mis ma première copie au recyclage, puis je l'ai dit à l'infirmière pour mes 2 autres bébés que j'en avais pas besoin. Puis les fois que j'ai eu un peu de référence à avoir dedans, ben je suis allée sur la version en PDF. Mais ceci dit, c'est une ressource avec vraiment beaucoup d'informations qui peuvent vous aider. Après ça, ben, vous pouvez aussi utiliser votre jugement pour puis aussi aller chercher d'autres informations pour venir combler ce qui manque. Mais comme par exemple, la partie sur l'allaitement est quand même très, très complète, mais la partie sur les biberons, elle est vraiment pas tant que ça. Donc, c'est pas la seule ressource disponible, disons. Alors, Julie, j'attends mon 2e enfant. J'hésite à me débarrasser tout de suite de ce que j'ai déjà ou attendre qu'il soit né et décider selon ses besoins. Qu'est-ce que tu suggères? Ben, ça dépend. Ça dépend des objets, puis ça dépend. Moi, entre mon premier et mon 2e, pendant mon premier, j'ai débarrassé beaucoup de choses, sachant quand même que j'en voulais un 2e rapidement. Puis quand j'étais enceinte de mon 2e, j'ai quand même débarrassé beaucoup de choses que finalement, non, j'aime mieux faire sans. Déjà que rajouter un être humain dans la maison apportait comme son lot d'activités, là, ben j'ai laissé aller encore plus d'objets comme ça. Puis à mon 3e, j'avais presque plus rien. J'avais les quelques essentiels là, que je vais vous mettre dans le PDF, mais rendu à mon 3e, là, vraiment, pas grand-chose. Puis même pour les vêtements, j'ai jamais voulu avoir beaucoup de vêtements pour bébé, mais entre mon premier et mon 3e, là, il y avait quand même une grosse différence. Puis je laissais aller certains vêtements que j'aimais moins ou qui étaient tachés ou puis j'en rachetais pas nécessairement d'autres. Puis là, rendu, quand le bébé est né, puis tout ça, là, tu peux mieux voir ce que tu as besoin parce que là, il était pas en tout le même format que les autres. Donc, je me suis réajustée, mais j'ai pas regretté ce que j'avais laissé aller. Ça l'a servi à quelqu'un d'autre pendant ce temps-là, puis
c'était facile de retrouver des affaires. Il y a tellement, tellement d'objets que les gens veulent se débarrasser que c'est pas super stressant. Puis j'ai gardé les choses que j'aimais vraiment beaucoup, là, tu sais, mes porte-bébés, ma chaise haute, la chaise pliante que je parlais tantôt, des choses comme ça. Mes couches lavables, là, ils ont servi pour mes 3 garçons, donc ça, jamais je m'en serais débarrassée. Voilà, fait que vraiment, passe au travers de ton stock. Puis si tu ressens déjà le besoin de t'alléger, moi, je te dirais, vas-y, allège-toi de certaines choses que tu t'es rendu compte, tu t'en es pas trop servi, là. Puis, tu sais, dans les premières semaines, les préférences de bébé, c'est tel que tel, là. Ça vient plus tard, sauf s'il y a du reflux. Fait que tu peux quand même te permettre d'en laisser aller un peu. Mais je sais pas, là, ce que tu possèdes, c'est peut-être pas grand-chose non plus. Fait que je te laisse évaluer ça. Dans le même ordre d'idée que Maud, on se demande comment tu abordes le sujet de la simplicité avec tes proches, un peu moins proches. Ben, ça, j'ai une belle section là-dessus dans mon livre. Je sais pas si tu l'as lu, Chloé. J'en parle beaucoup, mais de ça. Puis j'en parle un peu dans certains articles de blog. Mon Dieu, ça serait vraiment long d'en parler ici. Mais c'est vraiment en ouvrant la discussion. J'en parle depuis la première journée que je suis enceinte de mon premier bébé, que je veux pas me faire ensevelir de stock parce que ça me génère du stress, ça me prend du temps à gérer tout ça. Puis en mettant vraiment ça au jeu, en éliminant les jugements, là, les autres peuvent bien faire ce qu'ils veulent. J'ai vraiment juste parlé de moi, j'ai parlé de ma conscience environnementale, que c'était petit chez nous. Tu sais, j'ai utilisé les arguments que je ressentais dans le fond, mais j'ai vraiment essayé de me tenir loin du jugement. Puis je dirais qu'avec les années, les gens respectent de plus en plus vraiment notre façon de faire. Puis en fait, ils en voient les bénéfices eux-mêmes. Fait que ça n'a pas été long là, que les gens ont vu des bénéfices chez mes enfants de cette simplicité-là. Donc, les gens embarquent de plus en plus, dans le fond. Là. J'espère que je réponds à ta question, Chloé. Merci, Julie, c'est super gentil ton commentaire. D'où tiens-tu ton savoir, ma formation? Ben écoute, j'ai lu des centaines de livres dans les 7 dernières années. Et comme je le disais, mais c'est vraiment par passion. Là. Je suis allée chercher, j'ai lu, puis je suis sévère sur mes sources. Donc, je vais chercher vraiment des sources fiables de sciences et des livres qui ont été écrits par les scientifiques qui ont fait les recherches ou des journalistes scientifiques là, crédibles. Puis, la formation que j'ai faite, c'est une formation aux États-Unis qui s'appelle Simplicity Parenting Family Life Coach. Mais sinon, j'ai un bac et une maîtrise en gestion d'environnement puis en géographie environnementale. Là. Ça n'a pas rapport avec l'éducation, mais c'est là quand même. Que fais-tu avec les objets que tu donnes ou ne désires plus? Si oui, donner, vendu. Sarah Catherine, ça, j'en parle aussi dans mon livre. J'ai vraiment plein de conseils, plein d'idées quoi faire avec les objets. Il y en a beaucoup que je donne à la ressourcerie à côté de chez moi. Puis les objets un peu plus de valeur, ben là, je vais les vendre sur Marketplace, sur Facebook, dans les groupes de mamans de mon quartier ou de ma ville aussi. Ça se vend vraiment, vraiment vite sur Facebook. Là, c'est vraiment impressionnant. Petite question par rapport à ton 3e enfant. Joanie, je réponds à ta question. Est-ce que le 3e est beaucoup stimulé par les 2 autres, donc encore moins besoin de jouets? Oui. As-tu fait un ménage et gardé ce que tes premiers utilisaient le plus? Oui, vraiment. Plus j'ai d'enfants, moins j'ai de jouets. Et même les jouets pour vraiment petits, mon 3e les utilise pas vraiment. Il est tout de suite déjà dans les jeux des plus grands. Mon petit, il a 2 ans, puis il joue au Lego, puis il joue au Playmobil. Fait que j'ai gardé quelques activités là, de manipulation, puis des petits jouets qu'il aime plus. Là. Il y a quelques petites autos, ses animaux, des choses comme ça, mais mes grands les utilisent aussi. Donc oui, vraiment, j'ai beaucoup moins de jouets il y en a bien moins besoin au 3e. Là. Il est vraiment beaucoup. Puis c'est le fun, cet enfant-là joue vraiment beaucoup tout seul aussi, fait qu'il va vraiment beaucoup jouer avec ses frères, il est très, très stimulé, puis il se retire et va faire ses jeux tout seul aussi de son côté. Donc, il y a un bel équilibre là-dessus. Andréane, je te lis. Et il me reste deux questions ici que je vais répondre. Puis ensuite de ça, je vais vous dire au revoir parce que là, ça fait presque 1h30 qu'on se parle. C'est vraiment génial. Je suis enceinte de ma 3e et je n'ai jamais eu autant peu de stock. On peut vraiment faire beaucoup sans beaucoup de choses. Ben oui, Andréane, je suis tellement d'accord avec toi. C'est incroyable, on peut faire avec si peu. Puis des enfants, ça joue avec les objets du quotidien, ça veut manipuler les objets du quotidien, il faut les laisser faire, ça, c'est des jouets gratuits, puis
Puis c'est parce que c'est par leur curiosité naturelle, ils veulent faire partie de la vie de famille. Donc, les jouets, ça peut être les objets du quotidien aussi, là, c'est génial. Sarah Catherine, comment aider le conjoint à pencher vers le style simple minimaliste si à la base c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à se départir des objets? Ben ça, c'est vraiment partir de soi. Tu peux pas vraiment changer la personne, il faut que tu partes de toi-même, c'est plate, là, mais prêche par l'exemple. Il va voir, toi, en te libérant de tes objets, puis peut-être des objets des enfants, tu peux t'en occuper. Il va devoir t'alléger. Il va devoir pour avoir plus de temps pour ta propre réflexion, pour ton développement personnel, pour faire des choses que toi, t'aimes faire. Il va la voir là, avec le temps, la transformation que toi, tu vis. Fait que moi, je trouve qu'il n'y a pas un meilleur moyen que l'exemple, puis d'en parler pour soi par rapport à soi, là, au jeu. Parce que imposer ça à quelqu'un va faire en sorte que la personne va se rebuter, puis va être plus difficile d'embarquer. Alors, Héloïse, ben, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi tu ne vois pas les questions. Là. Nous, on voit, je les vois, je ne sais pas. Est-ce que tu es dans la section générale du chat? Voilà, donc si vous voulez peut-être m'envoyer une dernière question, puis après ça, je vais vous dire au revoir, puis vous allez recevoir le lien pour la rediffusion par la suite. Donc, il n'y a pas d'autres questions, c'est parfait. Donc, je vais conclure là-dessus. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là en si grand nombre. C'est génial. Ah, merci Anne, vraiment, vraiment, merci, je suis contente que tu aies aimé ça, c'est vraiment le fun, ça me fait plaisir. J'étais un peu nerveuse, c'est ma première fois, donc je suis contente que ça soit bien reçu. Vous allez recevoir, dans le fond, un lien, là, je ne sais pas exactement, ça se fait par la plateforme, donc vous allez recevoir un lien avec un courriel avec le lien pour la rediffusion, si vous avez besoin de le réécouter, puis pour ceux qui ne sont pas là. Et je vais vous envoyer dans les prochains jours le PDF. Là, je dois le compléter, puis je vais vous envoyer le PDF avec mes essentiels, puis des liens cliquables aussi si vous voulez voir de quoi ont l'air les objets. Donc, je vous remercie sincèrement d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est génial. Merci d'avoir pris votre temps. Et je vous encourage fortement à choisir la simplicité. Là, ça fait une grande différence dans nos vies. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Je prends le temps de lire vos commentaires. Pour ceux qui sont encore là, c'est tellement gentil. Merci. C'est vraiment trop gentil. Je suis vraiment contente qu'on ait cette conversation-là. C'est tellement important. Merci. Oui, Elisa, je suis contente que ça te conforte dans ta simplicité. Je t'encourage à continuer. Bon, là, je pars pour de vrai. Je vais aller faire un petit tour dehors. Je vais aller manger. Je vais aller m'occuper de mes poules. Donc, je vous remercie et on se revoit dans une prochaine conférence peut-être. Bye bye.